Bien, je poursuis sur quelques éléments de révision de cinétique chimique. Donc, on avait expliqué dans le cas où la vitesse ou la réaction admet un ordre, mais de la forme V égale KA puissance P, on avait montré les différentes méthodes qui permettaient d'accéder à la valeur de P, par exemple. Alors maintenant, on généralise un petit peu. On va reprendre le cas général. Maintenant, on va traiter cette situation-là. On reprend la même équation, mais on traite maintenant, ce cas-ci où on considère que le cas général, vous avez à la fois P et Q à déterminer, d'accord, qui a priori sont positifs. Donc l'idée, c'est, comme souvent en physique, de se ramener à ce qu'on sait déjà faire. Donc on sait traiter le problème s'il n'y a que P, en fait, si Q vaut 0, et donc B n'apparaît pas. La difficulté, c'est que dans le cas général, l'évolution de A et de B va être différente. Donc, si vous tentez quelque chose de la forme moins alpha D de A sur dt égale K A puissance P, B puissance Q, la difficulté que vous allez avoir, c'est que ceci est une fonction du temps, mais qui n'est pas simplement liée à A. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut réussir à simplifier cette fonction du temps pour la ramener à A, ou en faire une expression très simple comme fonction du temps, pour se ramener au problème précédent. Donc il y a essentiellement deux grandes méthodes, donc on va les exposer rapidement. On va commencer par la méthode du mélange stoichiométrique. Alors je vous rappelle le principe d'un mélange stoichiométrique, d'accord. Imaginons que je le fais avec une réaction qui est 2A plus B, donc en fait je prends 2 fois plus de A que de B au départ, et je vois bien qu'ainsi en mettant 2N0 et N0, j'aurai 2N0 moins de Xi et N0 moins Xi, et je vois bien que, quel que soit T, eh bien le nombre de moles de A serait égal à 2 fois N0 moins Xi, ce qui fait en fait 2 fois le nombre de moles de B. D'accord? Donc en fait l'idée c'est quand vous faites un mélange stoichiométrique, quand vous introduisez les composants dans les proportions de leur coefficient stoichiométrique, eh bien le mélange reste tout le long de la transformation stoichiométrique. Voilà, donc on peut généraliser un petit peu. Maintenant, je vais traiter le cas général avec alpha et bêta, mais l'idée est ici. Donc maintenant, si je généralise très rapidement, donc j'imagine qu'au départ, NA en t égale 0 vaut NA 0, et que NB en t égale 0, c'est-à-dire ce que j'ai mis au départ, vaut NB 0. Et simplement, j'impose que NA0 sur alpha égale NB0 sur bêta. C'est le principe du mélange stoichiométrique. Vous voyez par exemple ici, vu qu'il y a un coefficient 2 et 1, je fais 2 N0 sur 2, ça fait N0, et N0 sur 1 fait bien également N0. Donc voilà la définition en fait précise d'une situation en mélange stoichiométrique initial, et qui le reste tout le long de la transformation. Et donc maintenant, si vous calculez NA à un instant quelconque du temps, ou de Xi, vous aurez donc NA0 moins alpha Xi, Xi étant une fonction du temps, d'où la fonction ici. Et donc, bien, l'idée assez simplement, c'est d'éliminer NA0, et vous voyez que NA0, ça fait alpha sur bêta, NB0, d'après la relation qui est ici, moins alpha Xi de t. Et maintenant, il suffit simplement de factoriser par alpha sur bêta. Et si je factorise par alpha sur bêta, ça fait NB0 moins bêta Xi de t. Mais il apparaît clairement que cette chose-là, ben, c'est forcément NB de t, car le coefficient stoichiométrique en facteur de B, c'est bêta. Donc on a bien ici l'évolution de NB de t. Donc en fait, ben, on voit bien que finalement, d'après ce que j'ai dit précédemment, c'est bien ça, parce que on retrouve bien que NA de t sur alpha, eh bien ça vaut NB de t sur bêta. Ce que je vous ai montré dans un cas particulier juste au-dessus se généralise, et la proportion qu'on a au départ reste vraie tout le long de la transformation. Donc finalement maintenant, bien on voit que la concentration en B au cours du temps, qui vaut NB de t sur V, c'est en fait, on peut la réécrire, bêta sur alpha fois NA de t sur V, et ceci n'est rien d'autre que bêta sur alpha de la concentration en A au cours du temps. Et donc maintenant, cette relation qui est ici, si on la combine avec la relation qui est encadrée ici, donc si vous avez, disons,
1 qui est là et 2 qui est là. Et si vous injectez 2 dans 1, eh bien, il n'est pas très compliqué de vous rendre compte que si on fait 2 dans 1, on constate que V vaudra donc K à puissance P. Et donc, je remplace B par son expression, donc bêta sur alpha à la puissance Q et A à la puissance Q. Donc finalement, j'en reviens à V égale K bêta sur alpha à la puissance Q et A puissance P plus Q. On peut noter ça K apparent, donc la constante en facteur, hein, cette grandeur qui est là, je peux l'appeler K apparent, et donc ici A puissance P plus Q. Et vous voyez que maintenant, vous êtes bien ramené à une formule où il n'y a que A qui apparaît. Donc vous voyez, en fait, quand je parlais d'établir une fonction, B était une fonction de f de t inconnue, mais si vous prenez un mélange stoichiométrique, cette fonction f est directement reliée à A. Et en fait, on se ramène au problème précédent parce que finalement, maintenant, et d'où vous pouvez donc à ce moment-là écrire que moins alpha d de A sur dt égale K apparent A puissance P plus Q. Voilà. Et donc après, vous pouvez tenter des méthodes, les méthodes qu'on a précédemment vues. Alors le seul point, c'est que vous ne pourrez pas déterminer par cette méthode séparément P et Q. Là, bien comprendre que vous avez ce qu'on appelle l'ordre global. Avec cette méthode, vous n'atteindrez que l'ordre global. En fait, vous obtiendrez P plus Q. Alors, c'est déjà mieux que rien, et on se dit, c'est déjà une première équation sur P et Q. Peut-être que pour d'autres raisons, soit une autre méthode expérimentale, soit d'autres raisons théoriques, on a peut-être une information sur le couple P et Q qui permettra de terminer le calcul. Voilà. C'est une première étape vers la résolution. Maintenant, il y a une deuxième allez, attention qu'aussi vous ne déterminez pas directement K, vous déterminez K apparent, donc de la même façon, il faudra bien déterminer Q pour pouvoir ensuite trouver la vraie valeur de K. Mais on est quand même sur une bonne voie. Alors il y a une deuxième méthode qui existe. Donc là, c'était la première façon de faire, c'était de prendre comme fonction du temps une fonction qui est directement liée à A. Il y a une fonction du temps qui est très simple, c'est les fonctions qui sont des constantes, d'accord? Donc en fait, l'idée pour la deuxième méthode, c'est en fait de mettre, par exemple, je vais faire sur le cas de B, mais prendre la dégénérescence de l'ordre, c'est prendre un réactif en large excès, peut-être le plus cher, d'accord, pardon, le moins cher des deux. Et si vous prenez cet en large excès, par exemple, si on suppose que la concentration initiale de B0 est très très grande devant la concentration à 0, et si on suppose, c'est un peu grossier, mais si les coefficients alpha et bêta sont de l'ordre de l'unité, enfin il ne faut pas qu'il y ait un coefficient 50 000 bien sûr pour l'un, mais en général ce n'est pas le cas. Et donc en conséquence, bien si B est en très large excès, en fait vous allez, une fois que vous aurez épuisé tout le A, il y aura très peu de B consommé. D'accord, imaginons des coefficients 1 pour 1, et vous mettez, donc ici on est au départ 1 mol par litre, et ici vous avez 1 millimol par litre. On va vous dire bien qu'à la fin, il vous reste 0,999 mol de B, donc vous avez consommé que 1 millième du B, et il est rare que les expériences qu'on fait en TP soient aussi précises que ça. Donc dans ce cas-là, c'est assez raisonnable de supposer que la concentration de B de T est à peu près constante et vaut quasiment tout le long de l'expérience B0, d'où dans ce cas-là, la vitesse devient K à puissance P, B0 à la puissance Q, et je peux maintenant, ça c'est la différence, c'est que maintenant c'est une constante, hein, je pense que vous voyez bien la différence entre ici c'est une constante et ici c'est une fonction du temps inconnue, dans le cas général. Et donc maintenant je peux écrire ça K fois B0 puissance Q, bon la concentration initiale de B est connue, d'accord, fois A puissance P, voilà comme ceci, et donc je peux à nouveau écrire K apparent A puissance P. Voilà, et vous vous ramenez, en fait, donc, bien sûr, K apparent, ce K apparent qui est là, ça représente cette chose-là, d'accord? Voilà. Et disons que maintenant, vous pouvez appliquer les méthodes pour trouver P et K apparent. Alors, vous me direz, bien sûr, tant que vous n'avez pas Q, vous ne pourrez pas déterminer la constante de vitesse, mais on peut très bien mettre d'abord B en large excès, puis après A en large excès, puis comme ça vous fait un système, vous trouvez donc P et Q, et une fois que vous avez P et Q, vous pouvez terminer aussi pour trouver K. Une autre méthode, c'est s'il y a un composant qui coûte particulièrement cher, c'est peut-être de mettre le coefficient moins cher en excès, et puis après faire la méthode stoichiométrique. Comme ça vous fait aussi une façon de trouver P, puis après P plus Q, et donc Q. Voilà en fait les deux principales méthodes qui permettent, quand vous avez la dépendance à la fois sur A et sur B, de vous ramener
à une seule des grandeurs et après vous réappliquez toutes les méthodes précédentes. Voilà. Mais effectivement, si vous trouvez P et Q, il faut bien faire 2 expériences à minima. Donc voilà pour ce petit complément, mais en fait, vous voyez, c'était juste avec ces 2 méthodes de se ramener au cadavre. Bon, c'est assez clair en général dans les énoncés. Il est assez facile dans les énoncés d'identifier si vous êtes en dégénérescence de l'ordre ou en mélange stoichiométrique. Donc voilà, ce qui termine déjà les questions sur les lois de vitesse. Je vous remercie.